Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025. Bienvenue, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce journal dont voici les grandes articulations. Les réfugiés congolais récemment installés dans le site de Wusuma à Bweru, en commune Ruyigi, vivent dans des conditions très déplorables car ils y manquent de tout ce qui est nécessaire à leur survie. Ainsi, le gouvernement burundais alerte qu'un montant de plus de 30 millions de dollars américains est nécessaire pour assurer la prise en charge de tous les réfugiés congolais dont leur nombre dépasse 70 000 personnes. Un infirmier prestant à l'hôpital de Gishungo est accusé d'abuser sexuellement les élèves du lycée communal Mishiha qui vont s'y faire soigner. Les parents de ces élèves demandent à la justice de se saisir. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des habitants de la zone Gihosha en commune Nahangwa qui déplorent que depuis 3 mois, les sociétés chargées de la collecte des déchets ménagers ne travaillent plus correctement. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Les plaintes sont nombreuses parmi les habitants de la commune Kirundo en province de Butanyerera depuis qu'une mesure obligeant chaque personne à participer aux rondes nocturnes a été instaurée. Toute personne qui n'y participe pas doit payer une amende comprise entre 5 000 et 20 000 francs burundais. Ces plaintes se sont particulièrement multipliées depuis qu'en République démocratique du Congo, les combattants du M23 ont pris le contrôle de la ville d'Uvira. Les détails avec Hervé Niouhire. Dans certaines localités où ces rondes nocturnes sont organisées depuis que les combattants du M23 ont pris la ville d'Uvira en République démocratique du Congo, celles-ci se déroulent surtout sur les collines proches de la rivière Kanyalu, notamment dans la zone Bugabira sur la colline Lugelo, ainsi que dans la zone Magendo de la commune Kirundo. Les hommes et les jeunes sont ceux qui sont sollicités pour appuyer la police et les Imbonerakure dans ces patrouilles. Les habitants doivent se de bateaux, de machettes ou de lances, tandis que les policiers sont équipés de leur matériel professionnel habituel. Certains habitants qui participent à ces rondes déclarent qu'ils n'y voient pas de convénients, car ils souhaitent que la sécurité soit assurée, mais ils s'étonnent des amendes infligées en cas d'absence. Par exemple, sur la colline Rugero, un absent doit payer 5 000 francs. Dans la zone Bugabira, l'amende varie entre 10 000 et 20 000 francs. Dans les zones Magendo et Nega, elle est de 5 000 francs. Pour ces habitants, cette mesure est injuste car ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent veiller toute la nuit alors que la police et les militaires sont déjà nombreux dans ces zones situées près de la frontière avec le Rwanda. Ils demandent que cette situation soit corrigée car ces rondes nocturnes les empêchent d'exercer les activités le lendemain. Jusqu'à présent, les autorités administratives de la commune Kirundo refusent de commenter les plaintes de la population. Cela intervient alors que dans les communes d'Ongozi et de Kiremba, également frontalières avec le Rwanda, aucune ronde nocturne n'est imposée. Ce sont les forces de sécurité qui assurent pleinement leurs fonctions. Merci Hervé Niouhire. Et concernant les conséquences de ces combats à l'est de la République démocratique du Congo, n'ayant pas de nourriture, de latrines, d'eau potable, ainsi que d'autres biens essentiels, les réfugiés congolais récemment installés dans le site de Wusuma, en zone Bweru, commune Ruyigi de la province de Buhumuza, vivent dans des conditions très précaires et lancent un appel urgent à l'aide des bienfaiteurs. Reportage de Balthazar Miburo. Sur le site du nouveau cas de Bweru, commune de Ruyigi, on constate que les réfugiés congolais fuyant les violences en Uvira, dans le sud Kivu, à la République démocratique du Congo, se précipitent dès qu'ils aperçoivent quelqu'un espérant obtenir de l'aide. Sur place, certaines personnes se regroupent et sont assises ensemble. Ce mercredi, elles nous ont dit que depuis leur arrivée, aucune nourriture ne leur avait été distribuée, sauf par quelqu'un passant venu les aider. Le cas
climat n'est pas bien préparé. Il y a des herbes et des broussailles partout. L'eau potable fait défaut. Ils doivent utiliser l'eau de ruisseau et aucune latrine n'est disponible. Ces réfugiés craignent aussi des maladies liées aux mauvaises conditions sanitaires puisque les personnes se soulagent n'importe où. Ils disent vivre dans une grande précarité et lancent un appel urgent aux bienfaiteurs pour leur fournir nourriture, d'autres besoins essentiels. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a indiqué hier que ce site accueille désormais 13 000 réfugiés. Merci Balthazar Mivuro. Selon les informations qui nous parviennent, parmi ces réfugiés congolais du site de Ousouma, 27 ont attrapé l'épidémie de choléra. Depuis ce mercredi, l'un d'entre eux est décédé. Toujours à propos de ces réfugiés congolais, un montant estimé à 33 millions de dollars américains est nécessaire pour assurer la prise en charge des réfugiés congolais ayant trouvé asile au Burundi depuis le 6 décembre 2025. À ce jour, leur nombre dépasse 70 000 personnes. Cette information a été communiquée le 17 décembre 2025 lors d'une réunion organisée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement à l'occasion du lancement officiel d'un plan de mobilisation de ressources destiné à répondre à l'afflux croissant de réfugiés congolais sur le territoire burundais. Le ministre Edouard Bizimana a lancé un appel aux partenaires traditionnels du Burundi afin qu'ils apportent leur contribution pour garantir une assistance adéquate à ces réfugiés. Suivez plutôt Edouard Bizimana, le ministre burundais des Affaires étrangères. Ce que vous devrez savoir, c'est que c'est une situation d'urgence qui nécessite une intervention urgente. Ces événements surviennent au moment où les budgets sont en fin d'exercice, où les caisses sont presque vides, parce que justement c'est la fin des exercices, et justement, alors que l'urgence n'attend pas, et c'est pour cela justement qu'on vous a interpellé, pour que chacun puisse apporter sa petite contribution pour essayer d'alléger les souffrances de ces populations. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Léonidas Ndaruzaniye, a indiqué que le gouvernement burundais est en train de préparer un nouveau site d'accueil situé sur la colline Geru, où une partie des réfugiés sera relocalisée. Il a toutefois souligné que des ressources importantes restent nécessaires pour aménager convenablement ce site et assurer des conditions de vie dignes aux personnes déplacées. On l'écoute. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un mécanisme de coordination renforcé à travers ses services étatiques habilités, à savoir ONPRA, RARER, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et leurs partenaires concernés, chargés notamment de 1. Coordonner et superviser les mesures urgentes relatives à la sécurité, à l'hébergement, à l'alimentation, à la santé et à la protection. 2. Assurer l'enregistrement rapide et efficace des réfugiés et des rapatriés. 3. Faciliter la planification et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire avec les partenaires nationaux et internationaux. Les actions prioritaires en cours incluent la relocalisation des réfugiés vers le site de Bweru, identifié comme site principal d'accueil, afin de réduire la pression sur les zones frontalières. L'aménagement du site de Bweru pour garantir des conditions conformes aux standards humanitaires. Le renforcement de la coordination avec les partenaires pour une réponse efficace avec une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le gouvernement de la République du Burundi lance un appel à la solidarité nationale et internationale afin de soutenir les efforts en cours. C'était le ministre de l'Intérieur, Léonidas Ndaruzaniye. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page éducation. Les parents dont les élèves fréquentent le lycée communal Michiha demandent à la justice de sévir à l'encontre d'un infirmier prestant à l'hôpital de Gishungo, accusé d'abuser sexuellement les élèves qui vont s'y faire soigner.
Cette alerte est lancée après avoir constaté que ce soignant n'a toujours pas été appréhendé alors qu'il avait été pris en flagrant délit il y a de cela plus d'une semaine. Plus de détails avec Josiane Modaneza. L'élève victime de viol a presque 17 ans et est en 4e année pédagogique. Le principal suspect dans cette affaire est un infirmier nommé Arsène, qui est laborantin. Selon des informations recueillies auprès du centre de santé de Gishungo, au début de ce mois de décembre, la jeune fille s'y était rendue pour accompagner une camarade de balade. Les 2 élèves ont ensuite été conduites dans l'endroit où logent habituellement les infirmiers en service. Ces informations sont confirmées par certains employés du dit centre de santé, et ces derniers affirment avoir été surpris de voir le directeur de l'école des élèves concernés arriver rapidement sur les lieux sans toutefois prendre de mesures pour que les victimes soient prises en charge. D'après ces sources, cette attitude est liée à un pot de vin que le présumé auteur a versé afin d'étouffer l'affaire. Ce parent témoigne. Ce qui nous a blessés en tant que parents, c'est le fait qu'au lieu de charger ce laborantin, pris en flagrant délit, le directeur lui a demandé 1 million de francs pour étouffer l'affaire. Pour le moment, et le directeur de l'école et l'infirmier en question, personne n'a été inquiété par la justice. Toujours selon nos sources, ce pot de vin a été partagé entre 3 personnes, c'est-à-dire le directeur de l'école Xavier Chiza, un certain Berkmas, adjoint du responsable des Imbonerakure dans la zone Mogera, ainsi qu'un autre Imbonerakure connu sous le sobriquet de Mofero, réputé pour ses nombreux abus. Accusé d'encourager les violences sexuelles à l'encontre des élèves afin d'en tirer un avantage financier, ce directeur d'école, tout comme l'infirmier mis en cause, fait aujourd'hui l'objet de demandes de sanctions exemplaires de la part des parents et des enseignants. C'est la 3e fois que ce directeur protège ces criminels qui lui graissent à chaque fois la patte. Il agit comme s'il empochait la dot de ces jeunes filles. Nous, les parents, demandons à ce que l'infirmier Arsène, de même que le directeur Xavier, soit traduit en justice. La RPA a contacté le docteur Lionel, chef du département de santé à Changuzo, afin de recueillir sa réaction. Après notre présentation, il a d'abord réagi par un éclat de rire, avant de jurer et d'affirmer que ces faits ne se sont jamais produits. C'est la RPA. Écoutez, une fois au courant de l'affaire, on s'est rendu sur place et le constat a été que c'est le centre des rumeurs visant à ternir l'image de l'hôpital. Après nous avoir raccroché au nez, nous l'avons recontacté pour lui demander sur quels éléments il se basait pour nier l'existence de ce viol. Dans sa réponse, il a voulu échapper à nos questions et a demandé du temps pour consulter toutes les parties concernées. Il s'entretenait avec notre confrère Clovis Nyonzima. Je vous conseillerais de contacter le directeur de cet établissement scolaire pour plus d'éclaircissements. Mais on dit que c'est le même directeur qui est impliqué et qui fait tout pour étouffer l'affaire. C'est pour cela qu'on est passé par vous, vu que vous êtes rendu sur place pour vous enquérir de la situation. Donc, on aimerait savoir si vous avez pensé à examiner la jeune fille pour savoir s'il y a eu viol ou pas. Laissez-moi le temps de consulter mes compères et je vous donnerai la réponse. Vous venez de confirmer qu'il n'y a jamais eu de viol. Pourtant, en tant que médecin, vous savez très bien que sans examens médicaux, on ne peut pas écarter cette hypothèse. La prochaine fois que vous me contacterez, je vous fournirai la réponse. Merci Josiane Mouzaneda. À présent, page gouvernance. Les habitants des nouvelles zones de la commune Ngodi dans la province de Butanyerera déplorent qu'ils ne bénéficient pas de bons services suite à l'absence des responsables de ces zones qui sont en train de suivre les travaux de construction de leur nouveau bureau. Le point avec Inosa Valentin Singirangabo. Des citoyens des nouvelles zones de la commune d'Ongodi dans la province de Butanyerera signalent que leurs demandes de documents auprès des responsables de ces zones ne sont pas traitées. À titre d'exemple, citons les zones d'Obuhiga et de Gwawiriro dans la commune d'Ongodi. Ces citoyens indiquent que la zone d'Obuhiga est installée dans une petite cabane
Situé sur le terrain de sport de la ville d'Ongozi, les responsables de zone reçoivent les citoyens brièvement avant de se rendre sur le chantier des nouveaux bureaux ou de travailler dans d'autres collines. Les maçons qui participent à la construction de ces maisons se plaignent du coût élevé des matériaux supérieurs aux sommes d'argent fournies et au plan initialement prévu. De plus, le logement des responsables est indisponible car il n'y a aucune résidence favorable, contrairement à ce qui existait auparavant dans certaines communes de la province d'Obutanyerera. Selon plusieurs sources fiables, les nouveaux bureaux communaux sont achevés à 60%. Le gouverneur de la province d'Obutanyerera a toujours exhorté les autorités locales à superviser la construction de ces bâtiments afin d'accélérer les travaux. Merci Nossa Valentin Singilan-Habo. Parlons société. Depuis 3 mois, les sociétés chargées de la collecte des déchets ménagers n'exercent plus correctement leurs activités dans le quartier Mutanga Nord de la zone Gihosha, en commune Nahangwa, province de Bujumbura. Faute d'alternative, les habitants sont contraints de transporter ces ordures en les entassant dans un lieu se trouvant à proximité de la rivière Nahangwa. Digne Karondo nous en dit plus. Comme l'indique notre source, au départ, il y avait une entreprise privée chargée de la collecte des déchets ménagers dans ce quartier, moyennant une contribution mensuelle de 20 000 francs par ménage. Après un certain temps, cette entreprise a cessé ses activités. Par la suite, une nouvelle société dénommée Runa Business Company a été engagée. Elle a signé au mois de novembre un contrat avec les habitants du quartier Mutanga Nord. D'après les termes de cet accord, Runa Business Company s'engageait à assurer la collecte des déchets 2 fois par mois et chaque ménage devait payer 30 000 francs. Toutefois, selon notre source, depuis la signature du contrat, aucun service n'a été assuré. Les habitants affirment avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la société sans succès. Face à cette situation, les habitants de Mutanga Nord, ne sachant plus vers qui se tourner, ont commencé à jeter leurs déchets dans une place située à côté du marché communément appelé Kukabasadi, à la frontière avec Mutanga Sud, un endroit où se trouvaient autrefois des habitations aujourd'hui détruites. Toujours selon notre source, ce site est désormais saturé au point que les déchets commencent à déborder sur la voie publique. En cette période de pluie, les habitants craignent que cette accumulation d'ordures ne provoque des maladies tant pour les commerçants qui travaillent à proximité que pour les clients du marché. En effet, cet endroit est proche du marché où l'on vend notamment du maïs grillé, où certains débits de boissons artisanales appelés calibou sont installés et où passent également de nombreux piétons, y compris des étudiants de l'université Lumière. Les habitants disent avoir saisi le chef de quartier qui leur a répondu qu'il suivait le dossier. Ils s'interrogent toutefois sur la durée de ce suivi, d'autant plus que plusieurs jours après, aucune solution concrète n'a encore été apportée au problème. Merci Digne Karondo. Clôturons ce journal avec la page sport. Dans le groupe D, composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana, le match le plus attendu, considéré comme une revanche, opposera le Sénégal et la République démocratique du Congo qui se sont rencontrés récemment aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Les détails avec Désiré Ratungimana. Le Sénégal, appelé les Lions de la Teranga, va participer à cette CAN qui aura lieu au Maroc pour la 18e fois. Il est considéré comme l'un des favoris pour cette 35e édition. C'est un grand pays de football avec de grands joueurs qui sont partis au Maroc avec l'objectif principal de soulever le trophée. La sélection sénégalaise est un mélange de joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, mais également avec une jeune génération très prometteuse comme Hassan Dio, Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye, pour ne citer que cela. Même si le Sénégal compte parmi les grands pays de football africains, il n'a gagné la CAN qu'une seule fois. C'était la CAN 2021, après 2 finales perdues en 2002 et en 2019. La République démocratique du Congo, les Léopards. Ce pays va participer cette année pour la 20e fois à la Coupe d'Afrique des Nations et a déjà gagné la CAN à 2 reprises, en 1960 et en 1970. La RDC aborde cette édition avec l'ambition de retrouver son passé glorieux.
Demi-finaliste de l'édition passée, la RDC est un pays qu'il faut suivre de près pendant cette CAN. Beaucoup de joueurs originaires de la RDC ont préféré jouer pour les pays de leur naissance, mais actuellement, la donne a changé et ce pays enregistre plusieurs binationaux dans la sélection, ce qui fait de cette sélection une équipe solide. Les plus récents parmi ces binationaux sont entre autres le gardien Mathieu Epolo, le défenseur Joris Kayembe et le milieu de terrain Mario Strokens, tous évoluant en Belgique, mais aussi des joueurs qui jouent en Angleterre comme Axel Touanzebe et Aaron Wan-Bissaka. Le Bénin, appelé les Guépards, est un pays qui va participer à la CAN pour la 5e fois. Dès sa première participation en 2004, ce pays n'a jamais dépassé les 8e de finale. C'est un pays qui possède plusieurs joueurs de qualité à l'instar de Steve Mounier. Dans ce groupe, le Bénin peut jouer des troubles faites, mais ses chances de se qualifier pour le second tour sont minimes. Le Botswana, appelé Zebra, est le petit poussé de ce groupe D. Il participe pour la 2e fois de son histoire à la CAN. C'est un pays qui compte sur des joueurs évoluant dans le championnat local et en Afrique du Sud. Passer le premier tour serait un exploit pour ce pays de l'Afrique australe. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce jeudi 18 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.